هذا العدد برعاية لي لابوغاتوار ليلي. Bonjour, bonjour et bienvenue dans votre nouveau magazine de la santé, Healthy Healthy. La parole sera donnée aux professionnels de la santé régulièrement pour expliquer et simplifier les notions, les aspects de l'éducation thérapeutique. Alors, que veut-on dire par éducation thérapeutique? C'est en fait l'ensemble des comportements, des attitudes, des réflexes que doit adopter le malade et son entourage pour mieux vivre avec la pathologie. L'objectif est de former le patient pour qu'il puisse atteindre un équilibre entre sa vie et le contrôle optimal de sa maladie. L'éducation thérapeutique est donc un processus continu, une partie intégrante des soins médicaux. Elle comprend, comme d'ailleurs le définit l'OMS, la sensibilisation, l'information, l'apprentissage et le support psychosocial lié aussi bien à la maladie qu'au traitement. Ça concerne le malade directement, mais aussi son entourage familial, c'est-à-dire ses proches, celles et ceux qui vivent avec lui tous les jours. Cette formation permet donc au malade et à sa famille de mieux maîtriser la pathologie, de mieux collaborer avec les soignants. C'est de cela qu'il sera question avec nos invités, professeurs, médecins, pharmaciens viendront régulièrement ici même prodiguer des conseils utiles pour vous qui nous suivez sur les plateformes web, YouTube, Facebook et LinkedIn. Premier numéro, aujourd'hui, actualité oblige, vous imaginez bien, nous le consacrons exclusivement à l'épidémie du coronavirus. Une pandémie carrément puisqu'elle touche la planète entière. 3 parties que j'aborderai avec mes invités, que je vous présenterai dans un instant. 1. Nous allons faire un peu de pédagogie en tout début. De la pédagogie avec quelques généralités utiles à connaître, à savoir la dangerosité, l'expansion, les modes de transmission, la vulnérabilité des personnes déjà atteintes d'autres maladies. Deuxième point, l'actualité. Un état des lieux en Algérie et dans le monde. Et troisième point, les conseils. Que devez-vous faire? Les mesures de protection, les gestes barrières et bien d'autres. Mes invités, professeur Ammar Tebaibia, bonjour. Bonjour. Vous êtes chef de service de médecine interne à l'EPH de Birtaria à Alger. Vous êtes le président de la Société algérienne de médecine interne. Également avec nous le docteur Walid Benazala, directeur médical des laboratoires Lilly. Bonjour. Bonjour. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation et d'être plaisir. avec nous en ces temps si durs. Il faut Merci le dire. pour l'invitation. Alors, distance respectée. Oui. Gel présent, ici Ouais. même, on ne cessera jamais assez de le répéter. On va être pédagogique, si vous le voyez bien, messieurs, en tout début de cette émission. Professeur, première question pour vous. Pourquoi ce virus est-il si dangereux finalement, si on le compare à la grippe classique saisonnière? Merci pour l'invitation. C'est vrai, le virus, il est dangereux parce que tout simplement, on ne le connaît pas très très bien. C'est un nouveau virus, on le connaît à peine il y a 4 mois, donc on ne sait pas comment il fonctionne, comment il va évoluer dans le temps, mais en tout cas, il est différent du virus de la grippe. C'est une autre famille et la peur est grande et ça touche tout le monde pratiquement, tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de médicaments disponibles pour cette maladie, il n'y a pas de vaccin pour cette maladie ou cette infection, et en plus la contagiosité elle est plus importante. Donc au cours de la grippe, un patient infecté peut contaminer un autre patient, alors que pendant le coronavirus, un patient peut contaminer 2 voire 3 patients. Si vous avez 1000 personnes, vous aurez après 2500 personnes, puis 6250 et ainsi de suite. Donc le virus ça augmente rapidement. Troisièmement, la létalité, le taux de létalité est élevé, la mortalité est élevée par rapport au virus de la grippe. D'ailleurs, on parle à peu près de 2 à 5%, sur 5%, surtout lorsqu'il y a des complications
liées soit au coronavirus, c'est-à-dire la tête pulmonaire sévère, soit à des pathologies déjà sous-jacentes comme, nous verrons tout à l'heure, les comorbidités. Donc là, la peur est grande et elle est justifiée, en grande partie, elle est justifiée parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'inconnus concernant cette pathologie. Très bien. Alors, docteur, une expansion extraordinaire, puisqu'on parle aujourd'hui carrément de pandémie. Comment expliquer cette célérité, cette rapidité, et surtout, quels sont les différents modes de transmission de la maladie? Très bien. Donc, encore une fois, merci pour l'invitation. Alors, comme l'a dit le professeur Tobaibia, aujourd'hui, on est en train d'apprendre à connaître ce virus. Donc, les coronavirus, on les connaît. Mais le SARS-CoV-2, le virus responsable du Covid, on est en train d'apprendre à le connaître et au fur et à mesure, on est en train de développer de nouvelles méthodes, de trouver de nouvelles solutions, etc. Ceci étant dit, la transmission, elle est liée à ce qu'on appelle le R0, qui est le taux de reproduction de base, comme l'a signalé le prof, qui est aux alentours de 2,5. Et comment se fait cette transmission? Elle se fait selon deux façons ou deux manières. La première, c'est la façon la plus importante qui est la transmission à travers les personnes qui sont malades. Donc c'est une transmission qui est interhumaine. Un patient qui a le virus, qui en est malade, va le transmettre aux personnes qui sont à son contact, qui sont proches de lui, à travers soit l'éternuement, soit la toux. Donc, ce sont les gouttelettes qui va dégager lors de l'éternuement ou de la toux, qui vont donc transmettre ce virus vers les personnes qui seront proches. Et donc, c'est pour ça qu'on insiste beaucoup sur la distance de 1 mètre. Il faut savoir que le virus, il est relativement, on dit que c'est un gros virus quand on le compare à d'autres virus. Et quand il sort de la bouche du malade, il tombe dans un espace qui est moins de 1 mètre. Donc, respecter cette distance de 1 mètre est un moyen de prévention contre ce virus. Donc ça, c'est le mode de transmission principal. À côté, il y a un mode de transmission qui est moins important, mais qui est quand même présent, c'est la transmission manuportée. Donc à travers les mains qui portent le virus. Ça peut se faire avec des malades soit symptomatiques, soit asymptomatiques ou très peu symptomatiques, ce qu'on appelle paucisymptomatiques, c'est-à-dire ils présentent des symptômes qui ne font pas forcément référence au Covid, et il peut souiller des surfaces, soit publiques, soit par exemple dans un supermarché ou autre, et d'autres personnes saines vont toucher ces surfaces et se transmettre le virus en le portant au visage. Il faut savoir que, contrairement à ce qu'on dit, le virus ne voyage pas dans l'air, il ne se transmet pas dans l'air tout seul, il ne pénètre pas la peau. Donc, si on a une main qui est touchée, qui est infectée, qui a le virus, c'est en la portant vers le visage, le nez, la bouche ou les yeux qu'on va faire pénétrer ce virus. Mais encore une fois, ce mode de transmission manuporté, il est beaucoup moins important que la transmission interhumaine par gouttelette émise par des personnes malades. Très bien. Alors, professeur, il faut savoir que les personnes déjà atteintes d'autres maladies sont plus vulnérables. On peut savoir pourquoi ? Merci pour la question. Je suis parfaitement d'accord avec mon ami Walid. Donc, les deux éléments clés de la transmission du virus, c'est les postillons et les gouttelettes qui sont transmises, éjectées ou propagées par un patient malade à un patient non malade. Et les mains, bien sûr, qui sont touchées. Donc, et d'où l'intérêt, justement, du confinement et de rester chez soi et éviter, bien sûr, d'attraper le virus. Donc le virus, il devient plus dangereux encore, plus virulent, khatir akthar, lorsqu'il atteint les sujets malades, c'est-à-dire atteints de maladies chroniques, entre autres le diabète, l'hypertension artérielle mal équilibrée ou compliquée, les maladies cardiovasculaires et le cancer et bien d'autres maladies, mais surtout ces maladies-là. Donc ça a été démontré que lors de ces maladies, la mortalité est augmentée. Si on prend par exemple les maladies cardiovasculaires, c'est à peu près 13% de mortalité. Si on prend le diabète, c'est à peu près 8 à 8,9. Si on prend l'hypertension mal équilibrée ou compliquée, c'est à peu près 8. Et le cancer aussi. Donc c'est pour cela qu'on dit il faut éviter l'exposition à la maladie, il faut éviter l'exposition au virus, parce que ces malades-là ne pourront pas résister comme les malades qui ne sont pas atteints. Et ça, la particularité justement du coronavirus, il peut tuer aussi bien les sujets malades, qui ont une maladie chronique, c'est-à-dire de façon plus importante, mais ils peuvent aussi tuer des sujets sans pathologie sous-jacente, sains, complètement sains. Et c'est ça la dangerosité de la maladie.
Donc ça veut dire que le meilleur moyen, c'est d'éviter justement d'attraper cette maladie, parce que juste après, le virus, qu'est-ce qu'il va faire? Il va pratiquement entraîner, comment dirais-je, des phénomènes inflammatoires importants. Et ces phénomènes inflammatoires vont demander bien sûr beaucoup d'énergie, beaucoup d'activité, accélération de la fréquence cardiaque, accélération de la respiration, ils sont tout à fait normaux. Lorsque le patient est déjà malade, il a un problème pulmonaire sévère, donc il va décompenser rapidement sa maladie. Et s'il décompense rapidement sa maladie, donc il risque de mourir par sa maladie plus que le coronavirus. Donc le coronavirus a aggravé sa situation et il a donc compliqué, il a entraîné le décès. C'est comme si le virus trouve finalement terrain faible. Bien sûr, c'est pour cela qu'on dit les sujets âgés et les sujets qui sont déjà qui sont malades, il faut qu'ils évitent de sortir de chez eux, ça c'est le premier point, éviter de s'exposer, éviter de recevoir des gens à la maison, éviter bien sûr d'embrasser les petits-enfants, c'est important, c'est le meilleur moyen. Le meilleur moyen chez ces patients-là, c'est la prévention. Une fois le virus il est là, certainement il va décompenser la maladie, donc il faut être plus rigoureux concernant la surveillance. Il faut bien surveiller la maladie, et il faut bien contrôler sa maladie, et surtout ne pas arrêter le traitement. Continuer le traitement. Si vous voulez, après, on parlera aussi bien du diabète, de l'hypertension, comment on doit les contrôler. Alors, docteur, vous voulez peut-être rajouter quelque chose sur le principe de comorbidité? Tout à fait. Utile de le répéter. Absolument. Alors, les comorbidités, de façon très simple, ce sont l'ensemble des maladies qui sont liées à une autre maladie. Ce sont les troubles qui sont liés à un trouble principal. En l'occurrence, c'est le patient qui a le Covid et qui a d'autres maladies avec, qui ont été citées par le professeur Tbaibia, à savoir le diabète, les maladies cardiovasculaires, les maladies respiratoires chroniques, le cancer, les sujets à risque aussi commencent à partir de 70 ans. Et les données que nous avons publiées aussi bien en Chine qu'en Italie ont démontré que les sujets qui n'avaient aucune comorbidité, ils développaient à hauteur de 1% des formes graves, voire mortelles. Quand on a une seule comorbidité, c'est aux alentours de 25%. 2, c'est aussi 26%. Mais 3 et plus, on monte à 50%. Donc, plus on a de maladies associées, plus on est enclin à faire des formes beaucoup plus graves. Très bien. Et juste pour un chiffre, Oui, donc il y a une étude détail. chinoise qui a démontré qu'il s'agit le plus souvent soit de maladies cardiovasculaires, soit de diabète. Le total, c'est à peu près 48%. Donc 48%, il s'agit de ces deux affections. Ça veut Parce qu'elles sont très répandues. très aussi. répandues dans le Absolument. monde. Voilà, donc ça c'était des généralités afin de permettre à ceux qui nous suivent un peu de connaître ce nouveau virus, cette nouvelle maladie. L'actualité du Covid-19 dans le monde et en Algérie, les chiffres restent tout de même effrayants, messieurs les professeurs. Ouais. Effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, la peur est mondiale. Hein, donc c'est une crise sanitaire, crise économique et même sociale, psychosociale. Donc les chiffres augmentent rapidement. Maintenant, on a vu hier que moi j'ai fait la différence entre... J'ai comparé les chiffres hier à 21h et ce matin à 8h, pratiquement le chiffre a rapidement augmenté. On a augmenté, le chiffre il était à peu près à presque près d'1 million. Il y avait 900 quelque chose. Ça a augmenté, justement, ça a augmenté pratiquement en l'espace de 12 heures, presque de 30 000 patients touchés. Et surtout maintenant, c'est les États-Unis, puis c'est l'Italie, l'Espagne, la Chine, l'Allemagne, et puis c'est l'Iran. Donc c'est l'Allemagne et l'Iran. Donc c'est les pays les plus touchés. Et ça augmente le taux de mortalité. On voit qu'il y a une différence de taux de mortalité entre, par exemple, selon les pays. Par exemple, l'Italie, c'est le taux de mortalité le plus élevé. Ça a été expliqué parce que les populations sont plus âgées. La population, voilà. Donc, ils n'ont pas pris les précautions à temps. L'Allemagne, il y a très peu de décès parce que le système de santé est très solide. Il faut signaler aussi qu'aucun système de santé ne pourra résister à cette épidémie. Voilà, parce que, et en plus, on va s'occuper du Covid-19 et on va oublier les autres maladies. Donc, vous imaginez un malade qui a un cancer, on lui dit, on ne peut pas vous opérer maintenant, vous donnez votre chimiothérapie parce que les lits sont pris. Ou bien on ne peut pas, par exemple, hospitaliser un malade qui fait une insuffisance respiratoire aiguë, une décompensation, ou bien il fait un OAP, une insuffisance cardiaque, et on ne trouve pas un lit de réanimation. C'est un problème. Ce n'est pas uniquement les complications liées au Covid,
mais surtout ça va engendrer donc une mauvaise prise en charge des autres pathologies, et ça c'est dramatique. Donc chez nous, ça augmente lentement, c'est pas très inquiétant pour le moment, mais il faut rester vigilant. Il ne faut pas paniquer, sincèrement, il ne faut pas paniquer, mais il faut rester vigilant, ça augmente, mais en espérant de toute façon que cette augmentation continue à augmenter lentement en attendant d'atteindre le pic. Alors, docteur, pour ce qui est de la chloroquine, aujourd'hui, cette antipallidique, visiblement, ça donne des résultats chez certains patients, dans certains cas de figure. En Algérie, c'est déjà appliqué. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Ça a été beaucoup relayé au moment où ce protocole a été adopté par nos autorités, au niveau des réseaux sociaux, médias, etc. C'est bien, mais ça ne veut pas dire que puisqu'on a cette molécule, qu'il faut baisser sa garde, qu'il ne faut pas continuer à être vigilant et respecter les règles de prévention. Donc, c'est une solution qui est là, qu'on est en train d'évaluer. Je pense que le ministre avait dit qu'on aurait quelques résultats probants dans les prochains jours. Mais la prévention reste de prime et c'est aujourd'hui la solution principale qu'il faut absolument respecter, tout un chacun, au niveau de son foyer et au niveau collectif. Très bien. Je pense, si vous permettez, donc pour le moment, il n'y a aucun traitement. Il faut le dire. Le meilleur traitement, c'est la prévention. Tout à fait. C'est la distanciation, c'est éviter bien sûr d'attraper la maladie. Bon, maintenant, on sait qu'il n'y a pas de traitement pour les virus. En dehors du virus de l'hépatite C. On arrive à l'éradiquer complètement. Sinon, pour le coronavirus, on a de l'espoir avec cette molécule qui permet au moins, ça a été démontré dans des études chinoises et des études françaises, que ça diminue la réplication virale et ça diminue en même temps l'inflammation, la charge virale. Donc ça, c'est un espoir. Il l'a dit, professeur Raoult, c'est une étude prometteuse. D'accord, c'est une molécule prometteuse, mais ça ne veut pas dire que c'est la solution finale. Et on insiste donc sur la prévention, c'est important, mais en tout cas, nous, tout le monde, on va utiliser cette molécule, parce qu'on n'a pas d'autre solution. En attendant le traitement définitif et en attendant la confirmation justement par des études, parce qu'une étude, pour qu'elle soit acceptée, il faut qu'elle réponde à des critères objectifs. C'est ce qu'on appelle l'evidence-based medicine. On ne peut pas accepter n'importe quelle étude, même s'il y a une efficacité. Il y a des critères, il y a le A, le B, le C, le niveau de preuve de scientifique dans ces études-là. Pour le moment, c'est l'équivalent de E. Donc, c'est un avis d'expert. C'est pas une étude randomisée, comme ça a été dit par Siwalid. Il faut attendre les études à grande échelle, Discovery et les autres. Alors, je reste avec vous, professeur. On arrive à la partie conseil qui intéresse surtout tout le monde, pratiquement. Est-ce que cela dépendrait de la nature de la maladie, que l'on soit diabétique, hypertendu ou atteint de cancer? La maladie peut toucher n'importe quelle personne. Le risque n'est pas augmenté obligatoirement chez le diabétique. S'il n'est pas exposé, le problème ne se pose pas. Mais on sait que pour les maladies chroniques, le plus souvent, l'immunité, elle est diminuée. Et pourquoi ce virus il est dangereux? Parce que notre système immunitaire ne le connaît pas encore. C'est pas comme le virus de la grippe, on le connaît depuis longtemps, le système immunitaire il est habitué, donc il développe des anticorps, il peut régler le problème même sans médicament, et d'ailleurs il n'y a pas de médicament, il y a uniquement le vaccin. Pour ce virus, donc le système il ne le connaît pas, et une fois il est dans le corps, il va entrer des perturbations importantes. Et s'il entraîne dysfonctionnement important, des fois ça dépasse les limites, et ça entraîne ce qu'on appelle cytokine storm, ce qu'on appelle donc voilà, c'est les cytokines qui sont délivrées de façon importante et ça entraîne une défaillance multiviscérale. C'est important. Donc, ce qui est important, c'est la prévention, et j'insiste comme ça a été dit par notre ami Walid, c'est d'abord les mesures préventives, on a dit, donc les mesures barrières, ok, éviter les gestes barrières. Les gestes barrières, donc, et c'est important, restez, surtout chez nous, j'adresse le message à nos compatriotes, évitez de sortir de la maison, sauf si c'est vraiment nécessaire. N'acceptez personne chez vous, hein, d'accord, et vous ne rendez visite à personne. Les grands-parents, il faut éviter, bien sûr, de les voir, surtout ne laissez pas les petits-enfants aller chez eux. Et lorsque vous rentrez à la maison, laissez vos chaussures à l'extérieur, d'accord? Et bien sûr, n'hésitez pas à vous laver les mains plusieurs fois, de l'eau, bien sûr de l'eau chaude si c'est possible, avec du savon. Utilisez l'eau de Javel, bien sûr, pour désinfecter, l'eau de Javel diluée à 5%. Utilisez de l'alcool si c'est nécessaire. Et bien sûr, ne pas oublier
d'accord, à ne pas à utiliser le masque lorsque vous êtes en confrontation, c'est-à-dire lorsque vous êtes avec quelqu'un qui est touché par la maladie. D'accord. C'est important. Alors, l'aspect psychologique du malade, c'est un point très important. Oui, très Vous êtes bien. bien d'accord sur ça. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut donner comme conseil aujourd'hui, notamment pour ce malade qui est confiné? L'aspect psychologique, quel comportement doit-on lui conseiller? Très Quel bien. programme télé doit-on aussi lui conseiller à regarder? Ouais. Docteur? Très bien. Alors, la composante psychologique, je dirais, elle est tout aussi importante que la composante physique. Parce qu'aujourd'hui, en fait, en réalité, on fait face à deux épidémies. Il y a l'épidémie du coronavirus, mais il y a aussi l'épidémie de tout ce qui est en train de se dire autour de la maladie. Et notamment sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de messages alarmistes, il y a beaucoup d'intox, beaucoup de fausses informations, etc. Et parfois, il y a ce qu'on appelle les distributions en chaîne des informations qui sont non vérifiées. Donc, ce qui est aujourd'hui connu, avéré, et beaucoup de travaux ont été faits dans ce sens, c'est que la psychologie du malade, quand elle est positive, elle aide à lutter contre la maladie, quelle que soit la maladie. Et au contraire, la psychologie négative, l'angoisse, le stress, etc., vont aider à détériorer encore plus le terrain qui est déjà fragile par la maladie. Donc aujourd'hui, les conseils qu'on peut donner aux gens, moi je dirais que le premier conseil, c'est d'abord aujourd'hui de limiter, de regarder trop d'informations qui finalement tuent l'information autour du Donc, coronavirus. les chaînes d'infos continues, il ne faut pas trop les Parfois, regarder. il n'y a que ça du matin au soir. Et ça retentit d'une façon, obligatoirement, d'une façon ou d'une autre, sur la psychologie de la personne et surtout par période de confinement. On est exposé là à tout ce qui nous tombe dessus, à tout ce qu'on nous dit et parfois les sources ne sont pas vérifiées. Deuxième conseil, c'est d'aller vers des sources qui sont fiables. Aujourd'hui, les sources fiables, c'est ce que dit l'OMS, c'est ce que dit le ministère de la Santé, c'est ce que disent les experts. Et ces vidéos qui se trimballent à droite et à gauche à coup de partage par milliers, X a dit ou Y a dit, et souvent c'est des alarmistes parce qu'il est plus facile de donner une mauvaise nouvelle que de donner une bonne nouvelle. Donc il faut arrêter de les diffuser parce que parfois on croit bien faire, mais en diffusant ces informations, on est en train de stresser des gens, on est en train de les impacter négativement psychiquement et on ne sait pas comment est-ce que ces gens-là vont réagir. Il y a aussi d'autres conseils, c'est se divertir. Donc, ne pas rester à guetter la moindre information. On dit même qu'aujourd'hui, on sait pas mal de choses sur le coronavirus. Il faut arrêter d'aller chercher d'autres informations. Les informations nous viennent de sources fiables et sûres. Et aussi, donc, faire de la lecture, manger sainement à la maison, faire bouger un peu et lutter, on ne le dira jamais assez, contre le stress. Professeur? Oui, très bien. C'est connu, le stress diminue l'immunité. Même, d'ailleurs, on le طاح le moral. Ça veut dire qu'il طيح le moral, خلاص ما بقى والو. Et c'est important si on veut gagner la bataille. C'est un mot bien approprié. Il faut travailler le mental et si vous voulez, le psychisme comment dirais-je, des troupes. Et là, je pense qu'il faut لازم نطلعوا شوية le moral de la population. Exactement. Pas trop de panique. Il faut pas partager les vidéos, les يزيدوا يخوفوكم أكثر, c'est important. Et parce que moi, je reçois régulièrement, et je vous assure, je consulte. Bon, il y en a certaines qui sont comiques, oui, Oui. mais pas au point d'alarmer. Voilà, pas de point d'alarme. Mais Rigoler, c'est oui. vrai, C'est une rigoler, bonne oui. Mais bon, je pense que le problème est clair maintenant. Si vous voulez éviter la maladie, il faut respecter les mesures d'hygiène. Il faut rester à la maison. Et qui sont simples d'ailleurs. tout. C'est des mesures qui sont relativement simples à appliquer, etc. Il faut cependant de la discipline. لازم انضباط. Inribat. C'est Voilà. clair. Pour le système immunitaire, si je peux ajouter quelque chose, Rapidement. donc justement rapidement, c'est aussi prendre beaucoup de vitamine C, si c'est possible, faire de l'activité physique, ça a été signalé, arrêter le Même dans tabac. son salon. Hein. Même dans son salon, arrêter le tabac. Exact. Parce que l'activité physique, c'est pas obligatoirement de courir. On peut 5 mètres aller et revenir pendant, par exemple, Monter des escaliers, monter descendre les pour les escaliers, gens qui ont ce qui est des escaliers, recommandé voilà. par le président de l'OMS. Vous pouvez monter les escaliers et descendre, donc c'est de l'activité physique. D'accord? Très bien. Alors, les dernières minutes, généralement, nous les consacrons aux questions, à vos questions, vous qui nous suivez sur les plateformes web. Alors, pour ce premier numéro, c'est un peu les questions qui reviennent le plus souvent. Je vais les répercuter tout de suite, les poser à mes invités. Donc, je vais vous demander de répondre rapidement. Donc, un Q&A rapide. Le coronavirus peut-il se transmettre sous les climats chauds et humides? Docteur. Alors, l'OMS dit oui, il peut se transmettre dans toutes les régions. Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de pays d'Afrique, de Moyen-Orient qui ont quand même des températures qui sont assez élevées, qui sont touchés.
Donc, même s'il y a eu des travaux qui ont démontré que quand la température et l'humidité augmentent en même temps, il y a une petite tendance de baisse. Mais bon, aujourd'hui, la position, c'est que ça se transmet dans toutes les régions. Les vaccins actuels contre la grippe et la pneumonie protègent-ils, professeur? Non, je réponds, il n'y a aucun traitement pour le coronavirus. Mais c'est toujours intéressant de se faire vacciner pour la grippe et pour la pneumonie si c'est nécessaire, bien avant l'installation de la maladie. C'est pour se protéger contre d'autres maladies. Boire fréquemment des boissons chaudes aiderait-il à lutter contre le coronavirus? Écoutez, non, ce n'est pas démontré, ce n'est pas prouvé. D'ailleurs, c'est une des informations les plus relayées au niveau des réseaux sociaux. Le virus et l'intropisme respiratoire, il ne reste pas uniquement au niveau de la gorge. Oui, quand on boit, on va le tuer. Donc, c'est pas vrai. Les femmes enceintes développent-elles des formes plus graves, professeur? Les données qui sont disponibles actuellement sont très rassurantes. Honnêtement, ça nous vient de Chine, donc il y a plusieurs femmes qui ont accouché, donc il n'y a pas eu d'infection. Reste maintenant le problème, est-ce que la maman peut allaiter son bébé ou pas? Donc c'est un risque. Il y a certains qui disent oui, elle peut porter un masque et le bébé et faire allaiter son bébé. Il y a d'autres qui disent non, il faut le confinement, donc il faut éviter l'allaitement. Je reste avec vous. Une autre question. Prendre un bain chaud aide-t-il à tuer le virus dans le corps? Non, ça aide à se débarrasser, bien sûr, de toute comment dirais-je, du virus peut-être, s'il existe sur le corps, mais ça n'empêche pas de contracter la maladie ou de tuer, ou d'éviter la maladie ou de faire disparaître le virus s'il est au niveau du corps, c'est-à-dire s'il est à l'intérieur du corps, c'est au niveau du poumon ou bien au niveau de la gorge, c'est important. Mais c'est toujours intéressant de prendre un bain chaud, bien sûr c'est bien, ça nous calme. Docteur, je terminerai avec vous. Quand espérer avoir un vaccin contre le Covid-19? C'est la question qui revient le plus souvent. Écoutez, la durée moyenne de développement d'un vaccin, elle est de 12 à 18 mois. Et actuellement, il y a beaucoup de laboratoires qui sont en train de faire des essais cliniques, des travaux pour essayer de développer un vaccin. Nous espérons que ça sera le plus rapide possible, Inch'Allah. Mais la durée moyenne, encore une fois, on l'aura d'ici, Inch'Allah, une année et demie, en espérant bien sûr que ce vaccin verra le jour. Si vous permettez, juste pour conseil, il y a aussi un phénomène qui est très répandu et que les gens font par manque de connaissances, c'est le port des gants. Alors, on déconseille aux gens de porter des gants et surtout au niveau des commerces, des grandes surfaces. Les gens pensent bien faire en disant on va protéger. Mais il faut savoir que le virus, il peut rester sur les gants jusqu'à 8 heures. Et donc, la contamination, au contraire, elle peut être encouragée, absolument. Donc, au lieu de porter des gants, et c'est ce que je dis personnellement, enlevez vos gants et après chaque client, prenez de la solution hydroalcoolique ou bien lavez-vous les mains. C'est réellement comme ça que vous allez protéger vos clients et non pas avec des gants. Parfait. Merci beaucoup, docteur Benazala, je rappelle, directeur médical des laboratoires Lilly, et professeur Tobaïbia, qui est donc le chef de service médecine interne de l'hôpital Bertraria d'Alger et président de la société. Alors, juste un mot de fin. Oui. On dit que mais dans ce cas, effectivement, tu as prévention et prévention. Parce qu'il n'y a pas d'ilage. Et confinement pour le moment. Et le confinement pour le moment. Merci à vous, professeur, docteur, d'avoir accepté notre invitation. Voilà ce qu'on avait, en tous les cas, à vous donner comme information pour ce numéro inaugural. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, entièrement et exclusivement consacré au coronavirus, l'épidémie qui touche la planète entière. Healthy vous donne rendez-vous très prochainement pour parler cette fois d'automédication, toujours face à cette même pandémie. N'hésitez pas en tous les cas à nous envoyer vos questions via les plateformes sur lesquelles vous nous recevez. Merci, salam. Très bien, merci. هذا العدد برعاية لابوغاتوار ليلي.